Sébastien Cardona. Bonjour. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur la sortie de votre livre « La soustraction des possibles » aux éditions Finitude, dans le cadre de cette 17e édition du festival Lettres du Monde, qui devait se passer autrement. Nous devions vous recevoir à Bordeaux. Et puis finalement, le contexte nous impose de nous voir de cette façon-là. Donc, je vous remercie de vous prêter à ce jeu technologique. C'est moi qui vous remercie de tenir comme ça, d'être pugnace. Alors, votre roman, en fait, finalement, est un roman sur la violence ordinaire. C'est un roman qui raconte l'histoire de beaucoup de personnages qui se croisent et qui sont tous, d'une façon ou d'une autre, en train de lutter, de se battre pour trouver une place. Sachant que le point névralgique de toutes leurs histoires est la quête de l'argent, avec cette idée qu'on a envie de mettre entre grosses guillemets, qui est celle finalement d'utiliser l'argent pour trouver sa place en se niant complètement. Pourquoi vous aviez envie d'écrire un roman qui se passe dans les années 80-90 et quel écho il en fait là en 2020, ce roman? Alors, c'est vrai que c'est un roman qui aurait pu s'intituler L'avidité, finalement, parce que c'est ça, c'est le sujet central finalement du Toujours Plus. Alors, j'ai situé en 89, exactement 89-90, parce que pour moi c'est une époque charnière, c'est celle de la chute du mur de Berlin, donc qui ouvre la voie à l'effondrement du bloc soviétique et communiste, et c'est un peu le feu vert au libéralisme finalement, le grand pendant du libéralisme s'écroule, et puis l'autre raison, et je vais y revenir sur les conséquences aujourd'hui, l'autre raison c'est l'arrivée du web. En 90, en fait, c'est les premiers. C'est là où Tim Berners-Lee avec son équipe du CERN de Genève, justement, enfin qui est CERN du franco-genevois, vu que le site est entre Genève et la France, et là donne au monde le web, en fait, ces espèces d'utopie où l'informatique permettrait un monde meilleur. Et à partir de là, tout va changer. Et je pense, comme je le dis dans mon livre, que nous sommes vraiment à une époque charnière qui va rester dans l'histoire humaine, c'est-à-dire à un moment donné j'écris le feu, la roue, le web, où tout va changer, l'économie, la finance, les rapports intimes aux gens, les rapports d'amour, tout va changer avec le web. Et en même temps, voilà, il y a cette espèce de capitalisme, libéralisme triomphant, c'est les années Thatcher, Reagan, etc., qui va, voilà, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on finalement, voilà, dans ce que vous posez comme question, on a un écho de tout ça, finalement, des privatisations à outrance qui posent certains problèmes très concrets. Et pour ne pas le nommer, alors moi je dis encore le Covid, moi je suis attaché au vieux confinement, parce que moi c'est le virus du Covid, donc j'irai pas là. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est presque avec un bel habit, apparemment, d'apparence, et puis toutes les coutures commencent à craquer. Et tout ça révèle un petit peu toutes les limites de ce système. On a cru qu'il serait triomphant d'une manière presque quasi éternelle, en fait, qu'on avait trouvé la voie voilà, le premier cri d'alarme, c'est l'écologie, maintenant, voilà, la santé, et ce qu'on pensait qui finalement, le grand danger qui viendrait d'une guerre froide, d'une guerre nucléaire, finalement, non, le grand danger, c'est un virus, c'est quelque chose de minuscule qui remet tout en question. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous situez votre action donc à la fin des années 80 en disant finalement c'est un vieux monde qui ne fonctionnera plus de cette façon-là. Et en même temps, c'est très drôle, il y a beaucoup de clins d'œil dans votre livre, notamment vous faites référence aux soaps télévisuels, aux téléfilms, vous citez Dynasty, vous citez Dallas, il y a beaucoup de clins d'œil. Et finalement, votre roman montre que, malgré tout, rien n'a changé. Il y a un petit côté amour, gloire et beauté pour sa 2000e saison qui n'a pas bougé. C'est-à-dire que tous les éléments de votre livre, tous ces personnages qui se battent, tous ces personnages qui luttent, aujourd'hui, en fait, ils existeraient, alors, ils utiliseraient peut-être d'autres moyens, mais ils se battraient de la même façon. Il y a quelque chose de très sensoriel dans votre livre, parce qu'ils se battent avec leur corps. Il est beaucoup question du corps. Il y a beaucoup de travail sur le jeunisme, la violence. Mais finalement, ils luttent, ils essayent d'apprendre à être quelqu'un d'autre.
on pourrait se demander, même s'ils apprennent à être quelqu'un d'autre, par rapport à l'image que leur renvoient ces feuilletons télévisés. Une image lisse, de fausses réussites, et aujourd'hui qui correspondrait aux réseaux sociaux. Donc il y a cette violence-là dans votre livre. Oui, il y a comme un appel, finalement, au fond, que ce soit la publicité ou la richesse qui s'exhibe, au fond, sont des invitations à être comme. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant quand vous voyez que peut-être certaines personnes, alors je ne sais pas si on peut encore dire que les classes sociales existent encore, mais en tout cas les catégories, en tout cas ça, que des gens qui peut-être devraient voter par rapport à leur réalité vont voter peut-être pour un candidat qui représenterait ce qu'il voudrait être dans quelques années. Voilà. Donc il y a ces choses assez finalement il y a toujours ce mirage, voilà. Et finalement la plupart, notamment Aldo et Svetlana, les deux personnages principaux, ont ce mirage du rêve libéral. Finalement, ils en sont presque des victimes. Après Daniel Campos, voilà, et des gens qui étaient carrément dans une lutte d'extrême gauche qui, 40 ans plus tard, se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Hein, et c'est vrai que j'écris ces choses-là avec un certain cynisme. Quand à un moment donné, je dis, au fond, peut-être d'être de droite, c'est qu'une question de temps pour certaines personnes. Donc, voilà. Donc l'argent, vraiment, on voit bien dans votre livre que finalement, il y a quelque chose qui ne change pas, qui ne bouge pas, et qui est cette espèce de leurre comme ça, brillant de la réussite par l'argent. Et alors, vraiment, j'ai envie de dire le point d'orgue culminant de votre roman, qui est parfaitement passionnant et sur lequel on débattrait des heures, c'est que les personnages les plus forts de votre livre, ceux qui s'en sortent, sont cultivés. Oui. Ou en tout cas, ils ont les codes d'accès. Ils ont les codes d'accès. Parce que Svetlana, finalement, voilà, elle vient d'une famille prolétaire, elle vient de Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie à ce moment-là. Et puis finalement, elle va étudier, et puis elle va être le contre-pied du communisme, hein, et au contraire, elle va être une fervente de ce type d'économie. Comme si on pense à Poutine, qui était quand même le directeur du KGB, qui était un communiste, et puis qui finalement se révèle un capitaliste ultralibéral, on voit que la limite, finalement, on franchit aisément ses frontières sans se poser de problème, ni d'ordre moral ou éthique, etc. Et alors elle est instruite, mais elle vient on va dire d'une basse extraction, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est plus que peut-être alors effectivement, il y a ce problème de gens cultivés, comme vous dites, mais j'ai l'impression que il est difficile de passer d'un milieu à l'autre. Il faudra peut-être 2-3 générations. Alors voilà, après, par rapport à ça, on pourrait faire des clins d'œil au grand roman social français de Balzac, de Zola, où on se rend compte aussi que voilà, quand il faut passer d'une catégorie sociale à une autre, on vous laisse pas entrer comme ça. Il faut d'abord mettre le pied dans la porte, on va voir. Donc il y a de ça, il y a cette idée petit reste petit, voilà, et on vous fait pas entrer comme ça. Donc c'est aussi tout ça finalement qui est mis en place. Et moi, si vous voulez, dans ce roman, l'anecdote, parce que mes parents ont été pendant très très longtemps, ils travaillaient comme domestiques pour ces familles. Mon père était chauffeur jardinier, ma mère faisait la gouvernante, etc. Et je voyais tout ça. Et quand on vous dit que vous n'avez pas le droit de jouer avec les enfants, vous avez 10 ans et vous ne pouvez pas jouer avec les enfants du couple mais je parle de multimillionnaires, hein, parce que ils veulent pas que vous jouiez avec, là vous comprenez que vous êtes parti d'un autre monde. Hein, alors peut-être le politiquement correct d'aujourd'hui, 40 ans plus tard, ferait qu'on vous laisserait jouer quand même. Mais là, c'était clairement affirmé que... Voilà. Mais quand je dis cultiver, ce qui est très fort dans votre livre, c'est que sur l'ensemble de l'histoire, les personnages qui finalement vont sortir de toute votre histoire, qui est aussi un polar, hein, d'une certaine façon, avec panache, c'est Mimi Léon qui lit de la littérature, c'est Julia Hortz qui est une amatrice de peinture, c'est-à-dire que vous jugez vos personnages, ils peuvent être cultivés par des grandes écoles de commerce, mais ce qui leur manque, c'est l'accès au savoir, c'est-à-dire que votre livre quand même sépare 2 univers. C'est ceux qui ont des codes d'accès à l'image,
Et puis ceux qui ont la tranquillité par la culture, j'ai envie de dire la transmission, la littérature, les arts. D'ailleurs, il est question de tout, sauf de ça dans la vie de la plupart des protagonistes de votre livre. Hein. Il est question d'argent, il est question de luxe, de design. Mais l'apprentissage finalement du libre arbitre, c'est ce qui sauvera les personnages clés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, on va dire qu'il y a 3 personnages qui vont être particulièrement glorieux à la fin de votre livre, dont 2 femmes. Oui, alors après, effectivement, Mimi Léon. Alors déjà, cette famille corse qui gère tout cette famille issue du grand banditisme, on va dire. Finalement, c'est les plus droits dans leurs bottes parce qu'ils disent qui ils sont. Clairement, entre le frère et quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et alors que tous les autres jouent ce jeu des faux semblants, du chassé-croisé, de montrer d'autres choses qu'ils ne sont pas, etc. Et puis c'est vrai que voilà, on a de l'autre côté cette femme qui a renoncé d'une certaine manière presque à la vie parce qu'elle a eu de grands malheurs, etc. Et puis elle s'est renfermée en elle-même. Et puis elle trouve un grand plaisir dans la lecture et dans la littérature. Et ça m'a permis d'entrer dans le monde de Ramu, ça m'a permis d'entrer, de faire un jeu de mise en abîme littéraire avec cet écrivain, parce que sur le biais des 200 francs suisses de l'époque, il y avait l'effigie de Charles Ferdinand Ramu. Donc c'est à travers, et Luc, elle, c'est une grande lectrice, elle dit, la moindre des choses que je puisse faire dans le pays où je vais blanchir mon argent, c'est de connaître cet écrivain. Donc voilà, on y arrive comme ça. Et puis l'autre, Julia, effectivement, c'est effectivement 2 femmes. Elle, c'est l'art, mais on pense que c'est une personne plutôt superficielle dans un premier temps et tout, puis en fait, quand elle vend ce tableau de Audelaire à cette Mimi, on sent qu'elle a un grand amour de la peinture aussi, puis qu'elle est contente de vendre ça à quelqu'un qui va savoir l'apprécier. Donc voilà, effectivement, il y a quelque chose. Puis finalement, ces 2 femmes, on dirait presque que l'argent pour elles, c'est juste un prétexte à se faire plaisir ailleurs. Mais votre livre a quelque chose du plaidoyer pour la culture, à bien y regarder. Il y a quelque chose de cet ordre. Quand on a fini votre roman et qu'on le ferme, il y a quand même, c'est un plaidoyer pour apprendre à être qui nous sommes par le prisme de la culture. Aussi, oui. C'est génial parce que vous m'apportez là une vision, un point de vue qui jusqu'à présent n'a pas. On a parlé des classes sociales, on m'a évoqué ça, mais cette idée de la culture que vous suggérez comme ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un nouveau point de vue effectivement. Comme finalement, c'est ce qui fait que ces 2 femmes, bien qu'elles soient absolument condamnable et odieux sur certains aspects, parce que Mimi Léon est une tueuse et puis l'autre finalement fait tuer par intermédiaire, finalement il y a comme une rédemption parce on peut dire on se dit mais finalement quelqu'un qui aime Ramu ou quelqu'un qui aime Audelaire ne peut pas être complètement foncièrement mauvais. Au fond, il y a une part d'humanité. Alors dans ce sens-là, c'est ça, oui, effectivement. Bon, écoutez, malheureusement, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de mais oui, avec plaisir. De nous entendre à nouveau, Joseph Incardona, sur ce grand roman. Merci encore de nous avoir accordé cette présentation courte. Merci à vous, et puis je viens, dès que vous m'appelez, je viens. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.